On va se pencher maintenant sur l'hôtellerie qui a vécu, comme les compagnies aériennes, comme les TMC, une année cauchemardesque. À l'heure où je vous parle, un tiers des établissements est toujours fermé et la situation ne devrait pas s'arranger malheureusement les prochaines semaines. Alors comment les hôteliers voient-ils la sortie de crise ? Comment anticipe-t-il une reprise du marché à faire? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Vangelis Panayotis. Bonjour Vangelis. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de MKG Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans la data hôtelière. Et on va voir avec vous que vous avez sorti d'ailleurs votre dernière étude il y a quelques jours, quelques heures pratiquement. Et on va voir avec vous les résultats pour les commenter. À nos côtés, nous avons le plaisir également d'accueillir Oliver Steuermann. Jawohl. Steuermann. Oliver, vous êtes président de THCC, qui est en fait une sorte de communauté de propriétaires hôteliers, je crois, qui représente plus de 500 établissements. 500 propriétaires pour l'équivalent d'environ 1300 établissements. 500 propriétaires pour 1300 établissements. Ce sera intéressant, évidemment, d'avoir votre point de vue d'hôtelier. Et puis, en visioconférence, David Donguet. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour David, vous êtes le fondateur d'ActionCom. ActionCom, c'est du conseil en hôtellerie. Et vous avez fondé cette société il y a maintenant quelques années. Combien de temps, David ? Oui, ça fait maintenant 20 ans que je fais du conseil. Et on accompagne une soixantaine d'hôtels au quotidien dans notre activité, plus des activités complémentaires de formation et d'études. Donc on est au quotidien avec eux. On reviendra très vite vers vous. On va tout de suite commencer par notre sondage, puisque vous le savez, en début de table ronde, on fait un petit sondage. Vous allez voir la question s'afficher à l'écran. Elle est toute simple. Êtes-vous convaincu par les protocoles sanitaires mis en place par les hôteliers ? 3 options, 3 réponses possibles. Oui, non, ne sais pas. Vous avez 45 secondes pour voter. Normalement, c'est très facile. Ça s'affiche sur votre écran. Très simple à faire. Et puis, on reviendra en fin de table ronde pour voir quel est le résultat de ce sondage. Vangelis, on va commencer avec vous parce que MKG a publié son bilan de l'année 2020 il y a à peu près 48 heures, je crois. Vangelis, on va voir les premiers chiffres s'afficher à l'écran. Ils sont évidemment assez terribles, puisqu'on est sur un RevPAR, un revenu par chambre disponible, en France, qui est en baisse de près de 62%, moins 61,3%. On est sur un taux d'occupation de 32,4%, et puis sur un manque à gagner total pour le secteur hôtelier de près de 14 milliards d'euros. Vangelis, très simple comme question, vous n'aviez jamais vu ces chiffres auparavant? Alors c'est totalement inédit. Il aurait peut-être fallu avoir des chiffres après les embargos pétroliers dans les années 70 pour voir si on avait quelque chose d'éventuellement comparable, mais le secteur n'était pas non plus comparable à cette époque-là, donc c'est totalement inédit. On n'a jamais connu cette situation. Situation inédite, constat aussi un peu inédit, parce qu'en réalité, derrière ce chiffre de plus de 60% de perte de chiffre d'affaires des hôteliers, vous avez une situation qui est très contrastée. C'est pas la même chose dans le milieu rural, sur le littoral, dans les grandes métropoles. On a quand même un prisme qui est un petit peu différent en fonction du type d'hôtellerie qui est impacté par ça. Si on prend Paris, par exemple, on est à plus de 70% de perte de chiffre d'affaires. C'est de loin le grand perdant, malheureusement, de cette période Covid, quoi. On va revenir justement sur ces contrastes dans la situation. Il y a quand même un peu de positif dans cette situation, s'il faut le trouver, Vangelis. C'est qu'ailleurs en Europe, c'est pire. Finalement, la France s'en sort pas trop mal. Oui, alors quand je m'observe, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Si on a vu les niveaux, je crois qu'il n'y a pas matière à se rassurer nulle part en Europe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la France offre des éléments de résilience supplémentaires par rapport à ses voisins européens. L'Europe, ça reste l'un des plus gros marchés au niveau touristique. La France porte un leadership en termes de visiteurs. On va pas débattre sur le calcul des chiffres. Enfin, on est quand même dans les premières positions. Et ce qui a fait la différence par rapport à nos voisins, c'est qu'on cumule différents
types de tourisme. On a le tourisme d'affaires, on avait aussi le MICE, bon là il est complètement à l'arrêt évidemment, mais on a aussi notre clientèle domestique qui est un vrai relais et qui a servi d'amortisseur sur cette année. Alors on va voir, vous parliez des contrastes, Vangelis, on va voir s'afficher à l'écran ce premier contraste, vous en parliez déjà, c'est celui entre Paris et la province. Paris a beaucoup plus souffert, évidemment, que les hôtels en province. Vous le disiez, on est à moins 77,8% de RevPAR à Paris, moins 51,1% en province. Et très clairement, il reste encore beaucoup d'hôtels fermés à Paris. Oui, alors Paris, c'est effectivement malheureusement la grande perdante de cette situation parce qu'elle cumule un triptyque négatif. D'abord, c'est la porte d'entrée du tourisme international. C'est là où sont nos 2 aéroports internationaux qui irriguent l'essentiel des visiteurs sur le territoire français. Donc, pas de déplacement long courrier, pas de frontières ouvertes. Donc, forcément, Paris est impacté. Ensuite, c'est une ville qui est quand même pas mal portée avec Villepinte, avec le Bourget, avec le Salon de l'Agriculture. Donc, on a une vraie activité MICE et événementielle qui, elle aussi, a été complètement à l'arrêt sur l'année 2020 avec toute l'annulation des salons. Et le dernier point qui est un peu pas si anecdotique que ça, dans le fond, c'est que c'est vrai que les Parisiens ou les Franciliens sont partis en France pendant cet été, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que Paris n'a pas bénéficié du report des clientèles françaises. Les gens n'ont pas profité de se réaccaparer. La visite du Louvre, de la Tour Eiffel, c'était vide cet été. Bon, j'en ai profité pour y aller avec mes enfants. Et donc, on pouvait reprendre notre capitale. L'espace était peut-être le seul point positif qu'on avait de cette situation. Deuxième contraste, et on va le voir aussi s'afficher à l'écran, c'est celui entre les différentes gammes hôtelières. On a un marché très polarisé entre le super économique, qui a un taux d'occupation de près de 40%. C'est pas si mal, on va dire, dans cette période évidemment très troublée. Un RevPAR qui a baissé que de 43,5%, alors que à l'autre extrême, le haut de gamme évidemment est en souffrance avec un taux d'occupation de 22% approchant et puis un RevPAR en baisse de près de 74%. Là aussi, il faut bien faire la distinction entre les gammes hôtelières. Oui, tout à fait. Alors, on connaît le caractère résilient de l'hôtellerie économique parce que en réalité, elle répond souvent à un besoin très contraint et structurel. Vous aviez toujours les plateformes logistiques qui fonctionnaient. Vous aviez les besoins en termes d'hébergement au niveau social ou autre. Donc, l'hôtellerie économique, c'est vraiment la première pierre de l'édifice en termes d'hôtellerie. Après, vient une hôtellerie un petit peu plus complexe, jusqu'au haut de gamme et au luxe, qui, elle, a besoin de clientèle internationale, qui fait appel aussi à des réserves de pouvoir d'achat, et donc c'est pas forcément non plus évident par les temps qui courent. Et donc, on n'a pas les chiffres du luxe, là, en l'occurrence, parce que c'est un micro-marché, mais il est encore plus impacté par cette situation-là. Donc, d'un côté, on a de l'hôtellerie économique qui répond à un besoin fonctionnel, ou qui répond beaucoup à un besoin fonctionnel, qui n'était pas totalement à l'arrêt. Et à l'inverse, une hôtellerie haut de gamme qui a, elle, pu fonctionner que de façon sporadique pendant l'année, un petit peu l'été pour certains et autres, et donc qui est la plus impactée aujourd'hui à date. En clair, je suis un hôtel super économique en province, je limite un peu la casse. Oui, alors pareil, vous allez avoir des situations un petit peu différentes, donc tous les hôteliers vous diront pas ça, mais effectivement certains ont pu tirer leur épingle du jeu par rapport au contexte de leur marché. Il y a des situations un petit peu inédites, si on peut faire quelques contrastes. On a, évidemment, c'est pas du tout illustratif du reste, mais vous avez la Manche qui cette année a eu presque une meilleure année, parce qu'il y a eu tout le report des frontaliers anglais, belges ou autres, et des Français. Voilà, donc il y a des situations qui sont un petit peu contrastées, des marchés comme Annecy ou des marchés qu'on dit tertiaires, qui ont bien fonctionné, parce qu'ils s'adressaient à leur bassin de population et avec la proximité. Vous vous souvenez, il n'y a encore pas si longtemps, on ne pouvait pas aller au-delà de 2-3 heures de déplacement en voiture. Oliver, pardon, à chaque fois je fais l'erreur, je vous appelle Olivier. Oliver Steuermann, on dit aujourd'hui qu'en France, 30% des hôtels seraient menacés de faillite. C'est la réalité, vous qui êtes hôtelier? Alors, on en a un peu parlé avec nos membres, on a eu un peu des retours sur ça. Je ne parlerai pas de faillite, je parlerai de changement de main. C'est peut-être plus un terme adéquat. Il y aura probablement des gens qui vont y laisser leur établissement, mais il faut savoir déjà que la deuxième semaine du premier confinement, nous avions déjà des gens qui nous appelaient du Luxembourg, des family office, qui nous demandaient si par hasard on ne savait pas si bientôt il y aurait des établissements à remettre. À côté de ça, on voit qu'il y a quand même une certaine, comment dire, pas une vigocité, mais il y a des groupes hôteliers familiaux, il y a des groupes d'une certaine importance qui sont très actifs, qui achètent, qui étoffent leur parc, etc. Donc il y a une vie hôtelière qui existe quand même. Il faut quand même mettre
comment dit-on, mettre un petit peu de positivité dans tout ça. Il y a des établissements, c'est là où je rejoins en partie l'étude qui a été faite, mais sur ce point-là, il y a des établissements qui, cet été, ont fait un chiffre qu'ils n'avaient même jamais fait auparavant. Des hôtels en montagne, des hôtels bord de mer, etc. On a un hôtel à Toulouse, à trentaine de kilomètres de Toulouse, qui a rempli, qui a jamais fait une année aussi bonne. Vous prenez des hôteliers aux Deux Alpes, ça c'est du concret. Je veux dire, on parle vraiment d'endroits très spécifiques. Il y avait une clientèle italienne qu'ils n'avaient que pas tout le temps eu, qui étaient des groupes, ils ont fait le plein en juillet-août. Alors ça, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, puisque vous nous dites en clair que les investisseurs hôteliers sont toujours là, ils regardent ce qui se passe, et ça veut dire qu'ils croient encore en l'investissement hôtelier ? L'hôtellerie, c'est aussi avant tout de la pierre. Enfin, je veux dire, avant de l'être de l'hôtellerie, c'est la pierre. Donc au pire des cas, ils savent comment se rattraper. Je parlais dernièrement avec un de nos investisseurs, qui est propriétaire de 7 hôtels aussi, qui nous disait, au pire, j'en prends un 8e, si ça marche pas, parce qu'il était en phase de conclusion, il closait son affaire, si ça marche pas, on transformera ça en appartement, en appart-hôtel ou autre, on trouvera toujours une solution. Donc il y a quand même des choses qui se passent. À côté de ça, des petits établissements, justement, qui ne sont pas partie de groupes ou de chaînes, dont on en a pas mal chez nous, qui cet été, comme je disais, ont fait des choses incroyables. Nous, on a été jusqu'à louer quasiment l'hôtel, de le privatiser pour 2 familles. On a fait un très bon chiffre. Et quand on parle de rentabilité, on a à la fois l'aspect charge et produit. On a eu beaucoup de produits, mais peu de charges, puisqu'il n'y avait que 2 familles. Voilà. Donc il y a aussi une question de rentabilité. Il ne faut pas parler seulement de nuitée. Il y a une question de rentabilité globale. Oui, alors vous dites, ça c'est intéressant, c'est de la pierre, donc on peut le transformer dans le pire des cas. Alors il y a une transformation qui fait beaucoup débat en ce moment, c'est de dire, bah oui, mais les hôtels, avec le développement du télétravail, on pourrait en faire des tiers-lieux, des espaces de coworking. Ça, c'est du gadget ou c'est une vraie tendance ? Vous qui êtes propriétaire hôtelier, vous en pensez quoi ? Vous voyez. Mais encore. Je savais que j'allais venir ici, donc on avait parlé, j'ai commencé à regarder à droite à gauche. On a des membres qui sont d'ailleurs membres de marques comme Accor ou de groupes hôteliers comme Marriott, etc., qui ont en même temps des hôtels indépendants. Donc c'est vraiment tout confondu, pour le coup. C'est un peu du gadget et c'est beaucoup du gadget pour certains. Le budget de communication de certains groupes hôteliers ont explosé pour ça. Il y en a certains qui mettent en avant ça en disant on fait quelque chose pour nos membres. C'est peut-être parce qu'ils sont obligés de faire quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui adhère à une marque paye très cher. Si la marque n'amène rien au bout d'un moment, il faut bien trouver des choses à faire. Alors moi, je suis tout ouvert à ce genre de choses. Et si quelqu'un connaît des choses comme ça qui se passent, je suis même preneur pour nous. Avec grand plaisir. Oui, mais c'est plutôt de la com, on a bien compris. Avant de laisser la parole à David Donguet, Vangelis, vous savez, dans le transport aérien, on sait que les voyageurs d'affaires représentent 15% du trafic pour 40% des recettes des compagnies aériennes et au moins 80% de la marge des compagnies aériennes. Qu'en est-il dans l'hôtellerie ? Est-ce qu'on a ce type de chiffre dans l'hôtellerie ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, l'indicateur est légèrement différent. Si vous prenez 365 jours qu'il y a dans une année, vous avez à peu près 60%, 65% qui sont des jours de semaine, du lundi au vendredi. J'exclus juillet, août et le week-end. Donc du lundi au vendredi, normalement, dans les grandes métropoles, ce que vous avez, c'est des voyageurs d'affaires. Des gens qui viennent en rendez-vous, qui viennent visiter des salons ou autres. Et cette partie-là, ces jours-là, représentent 70% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie en France. Donc effectivement, le corporate est une formidable locomotive. C'est sûr que si vous êtes dans un hôtel, si vous êtes un hôtel à Saint-Tropez, c'est pas votre clientèle, mais globalement, au niveau macro sur l'ensemble de la France, c'est un pilier, effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est que autant dans les avions, il y a la classe affaires, enfin voilà, on connaît un petit peu comment tout ça fonctionne. Autant dans l'hôtellerie, si vous avez 5-6 heures de déplacement, les gens sont plutôt enclins à prendre une nuitée. Donc avec de la clientèle française, vous arrivez quand même à bien vous en sortir. La part des Français dans ces 70% est extrêmement importante. David Donguet, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. David, je ne vais pas vous demander de regarder votre boule de cristal, mais on est en train d'aborder la clientèle affaires dans l'hôtellerie. Comment vous voyez, vous, la reprise de cette clientèle affaires ? Est-ce que vous avez une forme de calendrier ? Et la deuxième question, c'est est-ce que les hôteliers ont conscience, selon vous, qu'une partie de cette clientèle ne reviendra sans doute pas ?
Alors, tout d'abord, je crois que la clientèle à faire, elle n'a pas totalement disparu, notamment sur le segment économique, puisque ce qu'on constate quand même actuellement, c'est des très bons taux d'occupation en semaine, qu'on soit sur des hôtels indépendants ou des hôtels de chaîne. Principalement, on a déterminé 3 territoires qui sont la province avec un marché urbain et périphérie, les grandes villes et métropoles comme Bordeaux, Nantes, Lyon, etc. et puis Paris. Voilà. Donc il y a une vraie distorsion pour confirmer entre ces 3 villes. Paris étant les grands sinistrés, que ce soit sur le marché loisirs ou affaires, et avec certainement un délai de reprise encore plus long que la province. Hein, c'est la province et le marché économique qui va tirer, je pense, la reprise à la fois sur le marché affaires et sur le marché loisirs. Et sur la province, justement, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, on revoit dès à présent sur des déplacements professionnels essentiels et obligatoires. Alors, évidemment, on reprend la construction, on reprend les plateformes de transport, on reprend aussi beaucoup le marché de réorganisation, puisque les entreprises aujourd'hui, on s'attend quand même à quelques dépôts de bilan ou des ajustements au niveau des entreprises. Et puis surtout aussi de la conquête commerciale, parce que je crois que les entreprises ont besoin de refaire du chiffre d'affaires. Et donc, on recommence à voir arriver des commerciaux sur la route là, depuis 15 jours et depuis la fin de l'année. Voilà, donc c'est surtout une clientèle, et ça c'est important, qui est véhiculée et de petites et moyennes entreprises, ou alors artisans, consultants et des opérationnels de gros groupes. Et c'est là où la problématique se pose, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes n'ont pas encore mis en œuvre la libération de leurs salariés pour des contraintes très simples, qui sont des contraintes de sécurité sanitaire. Et aujourd'hui, en fait, la question, est-ce que mon déplacement est obligatoire? Oui, non. Si je l'estime obligatoire, est-ce que mon supérieur hiérarchique m'autorise à le faire? Voilà. Et donc, à partir de là, forcément, plus vous montez sur Paris avec en plus la contrainte internationale, l'absence de tous les gros salons, l'absence du MICE quand même, on se retrouve avec une grande distorsion. Voilà. Donc, ça veut dire au niveau du calendrier, je pense qu'il y a plusieurs rythmes de reprise. Mais nous, on a essayé de définir 5 grandes dates, justement avec de l'optimisme, hein, mais pas de quelque chose d'absolument irréaliste, sachant qu'aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir, il faut qu'on remette de l'essence dans le moteur de la reprise, et sans confiance, il n'y en a pas. Voilà. Donc, il faut de la confiance. La confiance n'est pas encore là. Donc, ce qui veut dire que nous, on s'attendait déjà depuis la fin d'année, mais ça se confirme un premier trimestre quasiment atone sur Paris, puisque aujourd'hui, les fermetures, quelques hôtels rouvrent, mais avec des taux d'occupation très faibles, et on est plutôt en train de se demander sur certains établissements si on repart rouvrir en juin, voire en septembre, en fonction de leur catégorie d'hôtels, de leur catégorie, notamment sur le haut de gamme. Donc, un premier trimestre, on va dire, aller sacrifier, et pour ne pas utiliser la mauvaise métaphore hier de notre ministre sur les hôtels de montagne, une saison blanche. Voilà, donc une période très compliquée, premier trimestre. Avril-mai devrait revoir un début de redémarrage, on pense, mais là aussi, attention, parce qu'on a 2 périodes importantes sur le mois d'avril et mai, qui sont les périodes de pont sur la deuxième quinzaine de mai et la période de vacances scolaires en avril. Donc, on risque d'avoir quelques pics, en fait, de montée en puissance. Et puis, on espère tous qu'un début de reprise va se présenter sur le mois de juin, puisqu'on aura déjà, les vaccins auront avancé, on aura un peu remis aussi tout le monde en mode travail, parce que c'est aussi une des difficultés aujourd'hui, le télétravail, et notamment sur le marché MICE, où on voit bien qu'on a une évolution sur ce marché-là au niveau des entreprises. Voilà, un début de reprise en juin. L'été, pour une fois, on va bénéficier, dans le cadre du confinement, je pense, de l'historique du premier confinement et de la clientèle domestique qui va encore ne pas pouvoir forcément partir
et qui va continuer à découvrir la France encore cette année. Alors pour combien de temps, on ne sait pas, mais je pense que cette année, on devra encore faire un très bel été. Je rejoins Oliver là-dessus. On a eu des hôtels qui ont fait des saisons incroyables sur le mois de juillet-août, même leur meilleur mois depuis leur ouverture. Voilà. Et puis, on espère tous que septembre, voilà, ce soit le vrai boost. Alors ça sera certainement vrai en province et dans les villes métropoles. Pour Paris, un peu moins, où on attend plus une reprise sur avril 2022. Voilà. Paris manque vraiment de la clientèle internationale qui n'est pas prêt aujourd'hui de revenir rapidement. Donc une reprise, un espoir de reprise en tout cas en septembre prochain. Et puis Paris, évidemment, ça va être beaucoup plus long puisque c'est très dépendant de la clientèle internationale. Oliver Steuermann, est-ce que cette reprise va se faire par le prix ? Est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui à une guerre tarifaire entre les hôteliers ou pas ? C'est signé, je veux dire. Pour vous, c'est signé. Il y aura une guerre tarifaire. On le voit déjà quand on parle à certains propriétaires qui ne sont pas exploitants, des investisseurs. Oui. Ils ont un objectif, ne serait-ce que de cash flow, parce qu'ils ont des travaux à faire ou je ne sais quoi, quelque chose à investir. Il y en a d'autres qui ont besoin de cash flow parce qu'ils doivent payer leurs charges. Bien d'accord. Après, sur les mesures d'aide ou pas des charges, je ne reviens pas dessus, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais vous avez un président de chaîne hôtelière internationale qui m'a fait passer le message, c'est quelqu'un qui est suisse que je connais bien, qui m'a fait passer le message qu'à partir du mois de septembre de cette année, il y a une gamme de tarifs qui s'appelle Friend and Family. C'est les tarifs qu'on donne aux familles, enfin des collaborateurs et des proches. C'est un tarif dit opaque, qu'on ne voit pas. Il semblerait que ça va partir en clair. Pourra toucher des chambres dans un 5 étoiles à 150 €, 175 €. Ça correspond à une baisse de quel ordre ? Je sais pas. Initialement, ils sont sur une gamme, je crois, de 700 €, 800 € la chambre. Ouais. Donc on est clairement sur ce genre de choses. Et quand vous avez un 5 étoiles ou un palace qui fait ça, que va faire un 3 étoiles ? Je veux dire, il y a un moment, une question de rentabilité, une question de fonctionnel. Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on paye pas ? Donc c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Et ça sera pour un moment, malheureusement. Ceux qui ont les reins solides, qui ont géré leur hôtel d'une façon, comme on dit à la papa, très claire, s'en tireront et pourront très bien passer le cap. Puis il y en a même qui parlent de réinvestissement, recapitalisation, d'autres établissements, etc. Ça va se faire. Et puis ceux qui, malheureusement, étaient déjà clopin-clopant, malheureusement, ils s'en sortiront pas. Mais c'est comme ça. C'est ce que disait Vangelis, c'est qu'à un moment, le marché, c'est pur, c'est crème, et puis ça, voilà. Alors ça sera peut-être plus rapide que dans un cycle classique, mais ça va se faire. Malheureusement, c'est comme ça. Vangelis, d'accord ou pas d'accord ? La reprise, elle va se faire par le prix ? Alors, de toute façon, on va le voir assez rapidement dans les mois qui viennent. Donc, ce sera un juge de paix sur le débat. Moi, j'espère vraiment pas qu'on va rentrer dans une guerre de prix parce que ce serait destructeur pour l'hôtellerie. À un moment donné, quand vous n'avez pas de demande, je me rappelle après les attentats du Bataclan, vous auriez offert une semaine, séjour compris, avion, restaurant 3 étoiles Michelin à un Japonais, il serait pas venu. Donc, à un moment donné, baisser les prix, ça n'a pas de logique. Et je pense que les hôteliers, les revenus managers qui sont souvent assez décriés, vont probablement avoir cette idée en tête. Le logiciel hôtelier des 30 dernières années, c'est-à-dire ce moment où on a industrialisé notre secteur, le RevPAR, qui est l'indicateur de performance, il a été porté par le prix moyen. Donc en réalité, on a fait de la croissance du chiffre d'affaires par le prix moyen, et derrière, les investissements étaient plus chers, etc., etc. On a créé de la valeur de cette façon-là. Mais dans les années 90, quand tout ça s'est mis en place, c'est là où il y a eu l'émergence des chaînes, en réalité, on faisait le RevPAR par le taux d'occupation. Et je trouve que ça pose un bon problème sur la table. C'est en gros quelle va être l'adéquation de mon produit et de ma proposition de valeur par rapport aux évolutions et aux éventuelles nouvelles attentes des clients. Et c'est ça qui va être un vrai driver, plus qu'une gestion des prix dans des périodes contraintes, parce qu'on n'en aura plus des périodes contraintes, ou beaucoup moins de salons, peut-être moins de fréquentation, 20% de corporate en moins de façon structurelle. Donc si on regarde par le prisme du prix, je ne crois pas qu'on répondra de façon pérenne à la situation et au rebond nécessaire. Il y a quand même, je pense qu'il faut mettre un bémol, parce que dehors de cet aspect-là, qui est vrai, théoriquement vrai, il y a des gens qui sont objectivés. Ils ont des objectifs à faire. Ils ont des obligations financières, ils ont des contraintes de cash flow, etc. Donc la rapidité pour pouvoir les assumer,
c'est automatiquement de baisser les prix. Après, il y a des stratégies, il y a des tactiques différentes, etc. Mais objectivement, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, la première chose que l'on nous dit, que l'on fait passer comme message, c'est pour atteindre mes objectifs d'investissement ou autres, besoin de cash flow, je vais devoir faire ce genre de choses parce que quand un client va être derrière son ordi et va dire j'ai 500 €, je vais où, je vais là ou je vais ici, d'un pays ou un autre, pas forcément dans la même ville, il va falloir être compétitif avec les autres. Et la compétitivité, voilà, 3 points. Oliver Steuermann, quand on parle de prix, on en vient évidemment à parler aussi de canal de distribution. Le canal direct a repris des couleurs, très clairement, pendant cette pandémie, au détriment des canaux indirects comme Booking ou Expedia. Est-ce que c'est temporaire ou c'est quelque chose qui peut être durable ? J'aimerais bien regarder ma boule de cristal et vous dire que ça tienne. Ça serait super. C'est ce que les hôteliers veulent. Vous n'y croyez pas beaucoup ? Non, c'est pas que j'y crois pas. Je l'espère et je le souhaite et je pense que dans certains cas, ça restera. Maintenant, il faut pas se leurrer. Je veux dire, un hôtelier indépendant ou même une chaîne, par rapport à Booking, ça dépend de la chaîne, mais quand même, ne pèse pas grand-chose en termes de référencement. On le voit, quand Booking ne produit pas dans une destination, ok, il y a de la production directe, c'est sûr, mais ça pèse dans le résultat. Donc, à un moment, ils reviendront, d'une manière ou d'une autre. Et puis d'ailleurs, quand on prend l'historique hôtelier, moi, je me rappelle de mon père qui me parlait de clients qui venaient d'Italie, à quel prix. Je vous parle de ça il y a plus de 40 ans. Je suis pas 60, mais j'étais jeune. Et il me disait, est-ce que je prends celui-là à tel prix ? On parlait déjà, et on me parlait de commission à 25%. Donc ça existait, ces canaux-là existaient, d'une autre manière, ça existait, mais on produisait par des intermédiaires. Donc il y aura toujours des intermédiaires, il faut les accepter. À un moment, arriver à capter en direct, c'est le cas, maintenant de plus en plus. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, Google faisait passer des statistiques très intéressantes dans lesquelles ils indiquaient que les gens percevaient Booking comme un canal, comment dit-on, institutionnel. C'est-à-dire on réservait parce qu'on était sûr de la réservation, du paiement, etc., plus que les sites d'hôtels. Les gens percevaient Booking comme ça. C'est intéressant peut-être de voir maintenant que peut-être les choses ont changé. Alors maintenant, c'est un travail aussi aux hôteliers de le faire. Ça c'est sûr. Vangelis, Booking traverse cette crise aussi avec des difficultés, très clairement. Je crois qu'ils ont supprimé le quart de leurs effectifs. Ça a été compliqué. Sur la partie affaires, on sent qu'ils sont très clairement en retrait aujourd'hui. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que Booking va reprendre le lead ? Ils ont encore beaucoup de cash dans les caisses. Oui, bien sûr. Je pense qu'en réalité, c'est le paysage de la distribution qui va évoluer. Aujourd'hui, le gâteau du travel, quand on parle de business, il est colossal et ça fait depuis longtemps que Google et autres gros opérateurs, on va dire génériques, louchent sur ce gâteau-là. On a vu l'entrée du Bon Coin sur la France, à juste titre d'ailleurs, c'est une proposition intéressante. Donc je pense que les hôteliers ne peuvent que se réjouir de la démultiplication de la concurrence sur les canaux de distribution. Je pense que ça va continuer et faire son chemin. Par ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on va réinventer chez nous. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on propose comme contenu. Vous voyez que des marques qui proposent des contenus forts, que ce soit Apple ou Tesla, se distribuent en direct. Ils n'ont aucun mal. Les gens vont aller faire des pieds et des mains pour aller trouver la porte d'entrée pour, effectivement, aller consommer les valeurs que propose cette marque-là. Et le produit, c'est certainement exceptionnel, mais c'est un ensemble de choses. Et je crois que ça repose le problème de l'enseigne versus la marque. Aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement des marques dans l'hôtellerie ? Est-ce que quelqu'un qui a une enseigne avec une autre, qui a une enseigne en face, peut se vendre 200 € plus cher. Parce qu'une paire de baskets avec une virgule ou un téléphone avec une pomme, ça se vend 300, 400 € plus cher que l'équivalent concurrentiel. Donc ça va reposer cette question-là. Et très certainement, c'est à la fois l'avenir de la distribution, mais aussi l'avenir des réseaux hôteliers, d'aller construire des marques qui sont réellement fortes et riches en contenu. David Donguet, quand on parle d'hôtellerie et de clientèle à faire, il y a un point crucial, David, c'est celui des protocoles sanitaires mis en place par les hôtels. Peut-on dire aujourd'hui, selon vous, que les hôtels ont gagné la bataille sanitaire et que ça n'est plus un sujet ? Certaines entreprises disent qu'elles préfèrent s'adresser aux hôtels de chaîne plutôt qu'aux indépendants, car elles se disent que les protocoles sanitaires y seront mieux respectés. Est-ce qu'elles ont raison, David ? Oui, je crois que ça dépend effectivement de l'hôtelier, mais la question de la sécurité sanitaire, effectivement, elle est très présente sur certains grands groupes affaires, un peu moins sur d'autres. Aujourd'hui,
La première question que pose un client qui va dans un hôtel, honnêtement, il ne faut pas oublier d'en parler, c'est est-ce que je peux manger ce soir? Parce que ce qui impacte aussi le travel, c'est la fermeture de tout ce qui est restauration. Donc, oui, les hôteliers comme les restaurateurs ont beaucoup investi, certainement plus et plus vite les hôtels de chaîne, hein, et qui ont une force de communication énorme qui leur permet justement de faire passer le message, mais que les clients soient rassurés. Aujourd'hui, c'est le problème de l'indépendant. Souvent, il ne sait pas communiquer sur ses réussites et sur ses forces, et il n'a pas les moyens de le faire. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, il y a beaucoup de chaînes indépendantes, justement, ou de réseaux qui ont créé, qui ont suivi le mouvement des chaînes intégrées et qui ont créé leur propre label sanitaire. Et là, aujourd'hui, maintenant, ces chaînes l'ont fait, les hôteliers l'ont fait. Il faut juste qu'ils communiquent et qu'ils le mettent en avant. Donc, même, on parlait de Booking jusqu'à présent, même Booking, TripAdvisor ont fait leur propre label. Et aujourd'hui, c'est à nous de communiquer. Voilà, c'est aux hôteliers indépendants de communiquer sur cette partie-là. En tout cas, si on... Surtout, juste parce que pour les ventes en direct, il y a un point important. Booking va revenir dans la course, évidemment. Booking, en plus, va lancer à une grosse agressivité commerciale en ce moment auprès des hôteliers avec des produits. Il adapte sa commission en fonction du positionnement tarifaire, etc. Ce qu'on ressent beaucoup, c'est de plus en plus d'appels en direct. Voilà. Donc aujourd'hui, le direct passe aussi de plus en plus par le téléphone. Il y a beaucoup de dernières minutes. Les gens ont besoin de cette sécurité, donc ils appellent les hôtels. Et donc, pendant encore quelques temps, on va avoir, je pense, des canaux directs qui vont être présents et qui ne vont pas être amenés à se développer. Et c'est là à l'hôtelier de prendre la main aujourd'hui et de mettre en place derrière sa communication par le biais d'actions marketing ultérieures, hein, mais déjà de prendre les coordonnées, de prendre le numéro de téléphone, de construire dès aujourd'hui, demain, pour pouvoir reparler à ses clients et les conquérir. Je prends l'exemple très simplement des fermetures d'hôtels. Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels sont fermés. Donc c'est bien, économiquement, tout va bien, on a des aides, on attend, on patiente en fait, on va dire. On n'est pas encore asphyxié, mais ça peut ne pas tarder. Par contre, il y a des clients qui arrivent. Et aujourd'hui, tous les hôtels ouverts, ils ont la chance de récupérer tous ces naufragés de l'hôtellerie pour en faire des prochains habitués. Mais si demain, ils ne font rien, eh ben, ces mêmes clients vont retourner sur les canaux habituels, etc. Donc, il va falloir apprendre à leur parler. Et ça, c'est un vrai travail pour demain, que ce soit dans le marché corporate ou dans le marché loisir. Oui, en tout cas, c'est une opportunité. On va regarder tout de suite, puisque vous en parliez, David, le résultat de notre sondage. Est-ce que vous êtes convaincu par les protocoles sanitaires mis en place par les hôteliers? On va l'afficher à l'écran. Eh bien, ils sont près de 73% à être convaincus, oui, par les protocoles sanitaires. Non. Allez, 9,56%, ne savent pas, 17,65%. Vangelis, est-ce que cette préoccupation des entreprises sur les protocoles sanitaires, des chaînes hôtelières versus les indépendants, c'est une préoccupation légitime? Alors oui, juste avant de vous répondre avec précision, c'est vrai que souvent on oppose entre guillemets indépendants et chaînes. En réalité, un franchisé, c'est un indépendant comme un autre. Il y a différentes modalités et différents business. Et peut-être que sur certains marchés, l'un est plus intéressant et sur d'autres, non. Et puis la taille aussi, voilà. Mais je pense qu'ils font partie d'un ensemble de choses. En réalité, il faut une situation de confiance. Le tourisme, l'échange, la mobilité, elle est basée sur la confiance. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas de tourisme dans les pays en guerre ou des choses de ce genre-là. On a aujourd'hui 3 piliers essentiels dans la réassurance. Vous avez ce qu'on appelle la sûreté, qui est plutôt issue des attentats du 11 septembre, où il a fallu redonner confiance aux gens, et les compagnies aériennes ont su faire ce qu'il fallait pour faire. On a des portiques, plus personne ne se pose de questions avec ces sujets, on prend les portiques sans aucun problème. On a eu ensuite, effectivement, la réassurance sanitaire, sur la sécurité sanitaire, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on a une dont on parle un peu moins, qui est à mon avis aussi assez importante, c'est celle sur la sécurité économique. On
a vu la faillite de Thomas Cook, on a vu les gens bloqués, on a vu les gens qui n'ont pas été remboursés leur billet d'avion. Et donc, à un moment donné, il faut réunir ce triptyque pour créer de nouveau un climat de confiance pour que les gens voyagent. Et je ne suis pas surpris par le résultat de votre sondage, parce que c'est ce que les hôteliers disent depuis des mois et des mois. Ils sont, et c'est vrai, des professionnels. Donc, ils savent appliquer toutes les normes sanitaires, HACCP et autres. Personne n'a été intoxiqué dans un hôtel au niveau alimentaire. Ils font le ménage tous les jours depuis 50 ans. Donc, ils savent mettre en place ce type de protocole. Il a fallu le communiquer pour rassurer les gens, mais c'était pas un défi fondamentalement pour les hôteliers. La seule gêne, c'est que ça coûte un peu plus cher. Oui, forcément, c'est un investissement. Pour finir, j'aimerais, on a encore quelques minutes, j'aimerais qu'on s'interroge sur à qui profite la crise aujourd'hui. Est-ce que, Oliver Steuermann, est-ce que ça profite aux chaînes une fois versus les indépendants ou pas, mais même si évidemment Vangelis a raison de me corriger là-dessus, c'est pas si évident que ça. Est-ce que ça profite au groupe Accor, Oliver Steuermann? Est-ce que ça profite à la consolidation? Je connais pas leurs chiffres, je peux pas vous le dire. Ouais. La seule chose que je peux dire, parce que je vais revenir très brièvement sur ce que Vangelis a dit, il faut pas oublier que 70%, selon l'INSEE, en 2019, du parc hôtelier d'hébergement, en fait, étaient des indépendants. Et 30%, ce qui représente à peu près 3500, je peux me tromper à quelques dizaines près, sont des établissements de chaînes. Donc 20%, c'est les chaînes, 70% les indépendants. La différence en tant qu'investisseur entre chaînes et indépendants, c'est que quelquefois, je peux me voir facturer 500 000 euros, je prends l'établissement Kempinski par exemple, 500 000 euros pour moins de 100 chambres pour la marque. C'est là ma contrainte, si vous voulez, par rapport à un indépendant. Voilà. Maintenant, il faut les services en contrepartie. C'est sûr qu'une chaîne est plus structurée. Et c'est sûr qu'on a vu beaucoup de fois des hôtels de chaîne et plutôt des... Monsieur Bazin, qui a été, je pense, très très bien en début de crise, peut-être même après, mais en tout cas en début de crise, pour être devant. Et maintenant, est-ce que ça va profiter? Probablement pour la reprise, oui. Parce que ce que disait David Donguet juste, c'est qu'à un moment, ça va repartir. On sent, nous, par exemple, les réservations... early booking, donc en avance. Autant l'année dernière, il n'y en avait pas, ou peu. Autant on a déjà à 120 jours ou à 150 jours, par exemple, on a déjà des demandes pour l'été prochain. Ou, par exemple, pour du maïs en septembre. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui reprend, c'est sûr. Donc on sent aussi que dans la négociation tarifaire, c'est beaucoup plus poussé. Et donc, pour faire le lien avec votre question, probablement les chaînes, si elles ne licencient pas trop d'ici là, et si elles arrivent à remettre en place des systèmes de services peut-être qui sont un peu moins actifs maintenant parce que ça a des coûts, etc., eh ben oui, elles en tireront profit. Mais les chaînes ont toujours été leaders, par exemple sur la France. Je veux dire, quand Accor mettait en place quelque chose, les indépendants suivaient derrière, les groupes volontaires avant, etc., etc. Donc ça a toujours été le cas. Et au contraire, je suis plutôt admiratif de ce qui est fait chez certains. Et ce qui est vrai aussi, comme disait David Donguet, le problème des indépendants, c'est la question de la communication, et qui a été fait d'ailleurs, on pouvait le voir au début de la crise, premier confinement, quand on regardait des établissements sous marque, il y avait très peu de marques qui communiquaient au début. C'était vraiment très, très, très frileux, à part Accor, je veux dire, les autres, c'était vraiment très frileux. Et puis après, c'est venu petit à petit. Voilà. David Donguet, très brièvement, est-ce qu'il y aura des gagnants et des perdants dans l'hôtellerie à cette crise? Oh, oui, c'est certain. On va, en tout cas, l'hôtelier qui sera gagnant, peu importe s'il est adhérent à une chaîne, affilié à une chaîne ou indépendant, c'est celui qui remettra le client au centre de ses préoccupations. Et aujourd'hui, c'est pas le cas partout. On a beaucoup de gros groupes investisseurs. Pour revenir sur la guerre des prix, bien sûr qu'il y aura une guerre des prix. Nous, on fait du revenu management. On l'a bien vu en septembre. On a été obligé soit de fermer certains hôtels à Paris parce qu'on ne voulait pas se battre sur des marchés avec des prix qui devenaient indécents. Mais là, on a tous les ingrédients qui vont être réunis pour que malheureusement les prix baissent. Voilà, une offre pléthorique, moins de demandes, des trésoreries compliquées, des frais fixes énormes, des aides qui vont disparaître. Voilà, donc forcément, on va avoir... Donc, il y a des hôtels qui vont avoir des difficultés. Est-ce qu'ils vont fermer? Peut-être pas. Je pense qu'il va effectivement y avoir des acquisitions même très, très rapides, ça commence déjà, des consolidations de groupes, puisque on est sur un marché d'opportunistes, en fait. Et puis, je pense qu'il y a une vraie question aussi à se poser, c'est sur les gros porteurs. Voilà. Les gros porteurs, notamment parisiens et périphérie, comment ils vont arriver
à louer leurs 5 ou 6 étages très prochainement. Ça va être compliqué. Donc, il y aura peut-être des changements de destination, soit total, soit partiel. Voilà, on risque d'avoir peut-être des combos appartements-hôtels. On risque d'avoir des hôtels qui se transforment en appartements carrément. Voilà, je pense. Mais en tout cas, il y a effectivement, comme dans toute crise, malheureusement, des gens qui vont bénéficier parce que c'est du mur et le mur, ça plaît. Voilà. Vangelis, est-ce qu'il y aura des gagnants, des perdants? Est-ce qu'on peut imaginer des mouvements de consolidation? On a eu des rumeurs sur un accord entre le groupe Accor et IHG. Pour l'instant, c'est resté dans les coulisses, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Alors, je vais répondre avec les chiffres, parce qu'ils sont assez intéressants. Depuis 3-4 ans, quand on fait une prévision sur le marché français, par exemple, et qu'on dit la croissance du RevPAR pour l'année prochaine, ça va être plus 5%. Sur les 15 dernières années, les plus mauvais faisaient plus 4 et les meilleurs faisaient plus 6. Depuis 3 ans, les mauvais font 0, voire même parfois négatif, et les meilleurs font plus 10. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est une transformation de l'offre en réalité. Et à l'intérieur de ça, ceux qui ont la bonne réponse, qui sont les mieux adaptés à leur marché, vont continuer à renforcer leur positionnement. Et je pense qu'ils le feront par le taux d'occupation, parce qu'ils vont être attractifs. À un moment donné, quand vous voulez un produit, vous n'allez pas regarder à 3-4 euros près. Vous voulez vraiment aller, alors on dit souvent Mama Shelter ou autre, mais tout dépend qui vous êtes en termes de clientèle. Donc ça va être un élément qui va être, à mon avis, extrêmement fort. Et puis ensuite, c'est normal, il y a une respiration. C'est une industrie cyclique. Donc là, elle va se faire, on l'évoquait tout à l'heure, au lieu de se faire sur 7 ans, elle va se faire sur 3 ans. Donc c'est le choc qui va être un petit peu plus fort. Mais c'est la respiration normale des produits, de l'adaptation. On a vécu une industrialisation par la standardisation de l'offre. Demain, on va vivre très certainement des produits qui seront peut-être plus hybrides, plus différents. Et puis, ce ne sera pas one fit all. On parlait du coworking. On ne va pas avoir du coworking dans tous les hôtels. Ça n'a aucun sens. Dans certains, ce sera extrêmement pertinent. D'autres, ça ne le sera pas. Et puis, dans ceux qui sont dans des milieux très résidentiels, par exemple, dans les salles de réunion, on fera du yoga, du pilates ou l'anniversaire des enfants le week-end. Et c'est très bien comme ça. C'est en réalité ce que faisait l'hôtel il y a 50 ans. L'hôtel de la gare, vous retrouviez tous les notables, les écrivains, on faisait les mariages, les baptêmes, et c'était le point de rendez-vous de la ville. Et il faut que l'hôtel retrouve ça. Il aurait pu le retrouver par lui-même ces dernières années. Il a eu besoin d'un petit choc, mais c'est souvent comme ça qu'on bouge. Un petit mot, Vangelis, sur le groupe Accor. Quelques secondes. Comment vous imaginez la sortie de crise pour le groupe Accor ? Je crois qu'il y a un consensus sur le moyen terme. L'hôtellerie, en tout cas, beaucoup sont beaucoup plus inquiets pour les mètres carrés de bureaux à la Défense que pour les hôtels. Là, il y a une crise qui est structurelle, qui est ponctuelle, qui est en réalité une crise de la mobilité. On ne peut pas bouger, il n'y a pas de tourisme. Bon, c'est réglé. Demain, on imagine qu'on va pouvoir de nouveau bouger, avec des contraintes ou pas, mais on le pourra. Et les gens ont cet appétit, consommeront probablement différemment l'hôtellerie ou l'hébergement marchand, appelons ça comme ça, ou l'expérience. Donc ça va peut-être être des tiers-lieux, c'est un peu la tendance qui en sort. On a eu chez les gros acteurs une recherche d'équilibre sur la taille critique, parce qu'il y a des enjeux auxquels il faut pouvoir répondre. Ceux de la distribution sont effectivement intéressants. On voit que les groupes qui sont très larges sont repartis aux États-Unis et en Asie, notamment en Chine, parce qu'il y a un marché domestique. Je crois que ça a mis en relief qu'en réalité, en Europe, on n'était pas encore dans un marché domestique au sens où on l'entendait, parce qu'eux, ils sont déjà à plus de 50% taux d'occupation aux États-Unis à date, avec beaucoup plus de morts, mais je ne vais pas faire le débat. Et en Chine, ils font l'année record, ils font leur plus grosse année en 2020. Donc ça doit nous interroger sur la façon dont on exploite politiquement notre espace commun. Maintenant, je pense qu'il y aura effectivement des consolidations, peut-être pas celles qu'on imagine, et puis il va falloir voir dans quelle mesure les financiers sont encore enclins ou en appétit dans ce modèle-là, mais je ne suis pas vraiment inquiet à moyen terme pour le secteur. Mais c'est la tempête, donc ça va secouer, il y aura des voies d'eau, et puis quelques éléments passeront par-dessus bord, puis quand la tempête sera finie, les voiles se redéploieront, et puis voilà, on fera un beau cycle. Après la tempête, le beau temps, évidemment. Un grand merci, messieurs. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. On avait plein de bonnes infos, plein de chiffres. Merci encore à eux.